Aujourd'hui en France, près de 50 millions de véhicules circulent chaque jour. Face à cette surabondance de voitures, se garer dans les principales villes du pays est devenu un véritable casse-tête. Pour chaque automobiliste, c'est la même angoisse, voir sa voiture embarquée par la fourrière. Il y aura le deuxième véhicule aussi que je vais enlever. Conséquence, les fourrières de France sont pleines à craquer. En 2020, plus de 300 000 véhicules ont été enlevés et stockés dans ces immenses parcs à ciel ouvert. Pour la première fois, vous allez découvrir les coulisses du métier méconnu de fourriériste à travers une immersion dans l'une des plus grandes fourrières de France, celle d'André Laurent. Je suis André Laurent, je dirige cette fourrière depuis 32 ans. La fourrière, c'est une passion. Sa méga fourrière est répartie sur 3 sites en région parisienne. Le vaisseau amiral, situé à Limeil-Brévannes, accueille plus de 1000 véhicules. Il y a 10 000 m² de dalles de béton. Mais alors, comment une énorme fourrière comme celle-ci fonctionne-t-elle au quotidien? Et quelles sont les missions des fourriéristes d'aujourd'hui? André Laurent, le patron de la fourrière, est à la tête d'une trentaine d'employés qui réalisent plus de 50 interventions quotidiennes. En moyenne, j'enlève entre 15 et 20 voitures par jour. De jour comme de nuit, le service de la fourrière fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parti de 19h à 8h du matin. À la fourrière, les employés de Monsieur Laurent n'ont pas un moment de répit. Bonsoir. Ça va? Je me suis trompée de carburant. Sur le site, on n'a pas le temps. Pour accomplir leur travail le plus professionnellement possible, la fourrière s'est dotée d'une impressionnante flotte composée d'une trentaine de véhicules d'intervention. De la petite dépanneuse capable de se faufiler partout, au camion qui peut charger jusqu'à 4 voitures en même temps. Ce camion-là, ça peut aller jusqu'à 150, voire 200 000 € le camion. Sans oublier la dépanneuse XXL, ce monstre de technologie et d'acier capable de charger les plus gros véhicules qui existent au monde. Ça lève entre 110 et 120 tonnes. Je prends tout, avec bus, car, semi-remorque, poids lourd et tout. Mais alors, comment la fourrière entretient-elle ces impressionnantes machines? Pour cela, André Laurent peut compter sur son fils Stéphane, à qui il a transmis sa passion. La fourrière, effectivement, c'est toute ma vie. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Sur le site de Montgeron dans l'Essonne, Stéphane et son équipe de mécaniciens réparent et bichonnent tous les camions de l'entreprise familiale. Descends doucement. Plus ça va jouer au millimètre près. Si pour la majorité d'entre nous, fourrière rime avec galère, On est à 294,61. C'est vraiment une raquette ici. vous allez découvrir qu'aujourd'hui, les missions d'une grande entreprise comme celle de Monsieur Laurent vont bien au-delà du simple enlèvement et stockage de voitures mal garées. À la demande de la police, les 30 chauffeurs remorqueurs de notre fourrière XXL interviennent dans des conditions extrêmes, juste après de graves accidents de la route. Au cours de ces enlèvements sous haute tension, nos dépanneurs de choc ne doivent pas perdre leur sang-froid. Le but principal sur ce genre d'intervention, c'est de fluidifier la circulation. Mais les mots d'ordre des chauffeurs d'André Laurent restent les mêmes en toutes circonstances, vitesse et professionnalisme. Dans le cadre de leur mission d'assistance dépannage, les chauffeurs doivent également secourir des automobilistes en panne le plus rapidement On possible. va aller voir s'il a besoin d'aide ou pas. Sur des routes très fréquentées et donc parfois très dangereuses. Bonjour, vous êtes en panne? Fourriériste, c'est aussi un métier d'utilité publique, en étroite collaboration avec la police. C'est parfait pour nous, merci beaucoup. Les équipes de la fourrière déblayent les rues de voitures épaves ou abandonnées. Vous avez vu le moteur là, il va se décrocher. Mais les fonctions d'une grande fourrière moderne comme celle d'André Laurent ne s'arrêtent pas à ces enlèvements en tout genre. Elle accomplit également d'autres missions méconnues du grand public, comme les ventes aux enchères organisées chaque mois par la fourrière à la demande de l'État. Des ventes particulières où les acheteurs jouent à qui tout double et où les plus aguerris d'entre eux peuvent faire de très bonnes affaires. Ça nous laissera 2000 € de bénéfices. C'est confortable. Autre mission très importante remplie par les fourrières, stocker et mettre à disposition de la justice les véhicules saisis par la police. Je suis expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris. Le magistrat nous demande d'intervenir parce qu'il y a des zones d'ombre dans cet accident. Ces véhicules impliqués dans des affaires judiciaires importantes comme des accidents de la route mortelle ou des trafics de drogue sont examinés sous toutes les coutures par ces experts à qui rien n'échappe. On a un arrachement partiel de la carrosserie. On peut dire d'ores et déjà que c'est un impact violent. Entre enlèvements périlleux, Donc là, on va vite sortir de la zone avant peut-être de se faire caillasser. dépannage en urgence, gestion du parc, enquête de police, Casser les fausses plaques, ouais. problème mécanique. Vous allez découvrir les coulisses extraordinaires de ce métier méconnu et passionnant. Préparez-vous à entrer en immersion dans une méga fourrière. Dans cet épisode, nous allons vous montrer qu'une fourrière moderne travaille de concert avec la police et la justice.
Il n'y a pas de talon d'assurance ni de contrôle technique non plus. Elle n'est pas du tout en règle. Aujourd'hui, un expert judiciaire va venir examiner une voiture impliquée dans un accident mortel qui a coûté la vie à une petite fille. C'est un accident, ce que nous appelons un face-à-face. Dans ce choc, il y a eu une personne qui a été projetée et décédée dans l'accident. Avant le procès, il va devoir déterminer si l'accident est dû à une erreur humaine ou mécanique. L'enjeu est important. Alors là, on voit très bien l'impact qui s'est passé dans la roue, en tout cas du côté gauche du véhicule. On a une déformation complète du triangle inférieur. Et après un examen minutieux, l'expert rendra son verdict. Nous sillonnerons également les routes du département avec Samir, l'un des chauffeurs les plus expérimentés. Les gens sont censés savoir qu'un véhicule, on ne peut pas le garer plus de 7 jours à la même place. Aujourd'hui, le dépanneur a un défi de taille à relever. Enlever une vingtaine de voitures dans la journée, dans des conditions parfois très stressantes. Voilà, les gens, ils attendent, comme si ils étaient derrière un camion poubelle. Et pendant sa tournée d'enlèvement, Samir va devoir faire face à de multiples imprévus. Là, j'ai un petit problème. Dans quelques heures, le couple du moteur va être en panne. Alors, va-t-il réussir à relever son défi malgré la panne moteur qui le menace? Raïd, l'un des plus jeunes chauffeurs de l'équipe, va être confronté à un problème de taille lors d'une intervention anodine. Mais non, tu peux pas. T'es en train de faire une obstruction à une fourrière. Le propriétaire de la voiture qu'il est en train d'enlever va s'opposer à sa mise en fourrière et la situation va dégénérer. Vous voulez jouer au con? On va jouer au con. Avec la police, on va jouer au con. Alors comment Raïd va-t-il se sortir de cette situation compliquée? Il est 9h du matin à Limeil-Brévannes et comme chaque jour de la semaine, notre fourrière ouvre ses portes. À l'accueil, Nadia, qui gère les plannings des chauffeurs, est déjà sur le pont, prête à démarrer une longue journée. Messieurs, je suis véhicule à faire à Villeneuve-Saint-Georges. Je m'appelle Nadia, je travaille chez Parc Auto depuis 2004 et j'ai commencé à l'accueil, j'ai évolué. Et là, je suis chargée de dispatcher les missions aux chauffeurs. J'ai un véhicule brûlé à Villeneuve-Saint-Georges. Nadia, c'est un peu la tour de contrôle de la fourrière. C'est depuis son écran qu'elle distribue les missions quotidiennes aux différents chauffeurs. Donc avec ça, ils sont tous géolocalisés. Donc je sais en temps réel où sont les chauffeurs. Pour Samir, l'un des plus anciens chauffeurs de la fourrière, c'est une nouvelle journée qui commence. Et le passage par le bureau de Nadia est incontournable. Oui Nadia, t'as du travail pour moi? Oui. Je m'appelle Samir, je suis chauffeur chez Parc Auto depuis 10 ans. Alors, mon rôle, c'est d'enlever les voitures, quand parfois elles sont là depuis longtemps. En amont, il y a bien entendu une vérification de la part des autorités compétentes, type les ASVP ou la police nationale. Donc ils nous préviennent quelques heures avant ou la veille. La police et la fourrière travaillent en étroite collaboration pour déblayer les rues des véhicules gênants. Et aujourd'hui, Samir va avoir beaucoup de travail avec plus d'une vingtaine de voitures à enlever, dont des cas très spéciaux. Alors. Des abusifs à faire sur Valenton, à la demande du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Alors que Samir s'apprête à commencer sa journée marathon, quelques minutes plus tard, sur le site de Limeil-Brévannes, Raïd, l'un des chauffeurs de la flotte de Monsieur Laurent, se prépare à effectuer une intervention de routine. Alors là, on va aller sur un soulèvement dans un parking privé. Je crois que c'est un restaurant. C'est le restaurant qui a demandé le soulèvement au commissariat et donc on y va. Moi, c'est Raïd. J'ai 25 ans. Je suis à Parc Auto, ça fait bientôt 4 ans. Enlever des véhicules en stationnement abusif à la demande des particuliers fait partie des missions des fourriéristes, qui n'agissent toutefois qu'une fois l'infraction constatée par la police. Là, on arrive à l'endroit. Ah ouais, c'est passé à un restaurant. Grâce à la fiche de renseignement de la police qu'il a en main, Raïd repère directement la voiture qu'il va devoir embarquer. D'après la fiche, c'est bien ce véhicule-là qu'il faut enlever. Apparemment, ça fait longtemps en fait, qu'il est garé à la même place. Notre chauffeur ne perd pas une seconde pour accrocher et faire glisser la voiture sur sa dépanneuse. Mais cet enlèvement, en apparence facile, ne va pas se dérouler comme prévu. Le propriétaire de la voiture débarque par surprise et tente de stopper l'opération. Non, mais tu peux pas la prendre comme ça. Parce que là, j'ai déjà soulevé les deux voitures. Mais non, tu peux pas. T'es en train de faire une obstruction à une fourrière.
Faire obstruction à la mise en fourrière de sa voiture est un délit puni par la loi, pouvant conduire à une peine de 3 ans de prison, de 3 750 € d'amende et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Une obstruction de fourrière, c'est un délit. On essaie de le rappeler. Mais en général, ça se passe plutôt bien jusqu'aux limites où la personne s'impose vraiment à monter sur le plateau et ça commence à dégénérer. Et là, il faudrait appeler la police, sinon... Tu vas pas la prendre. On va pas dire ça, on va pas commencer à parler comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Cet automobiliste mécontent ne semble pas connaître les lourdes sanctions qu'il risque s'il continue à entraver la mise en fourrière de sa voiture. C'est combien l'amende? L'amende, c'est pas moi. L'amende, elle a déjà peut-être été mise par la police. C'est combien la fourrière? Là, on est sur un soulèvement privé. T'es à 170 si je me trompe pas. Vas-y, descends la voiture, s'il te plaît. Si je me souviens. 170 € parce que je suis resté 5 minutes. Mais c'est pas 5 minutes, ça fait longtemps qu'elle est là, la voiture. Sinon, je serais pas venu la soulever en abusif. Oh là là. Donc c'est impossible que ça fait 5 minutes, ça fait plus d'une semaine. Malgré son jeune âge, Raïd est habitué à gérer ce genre de situation et tente de raisonner ce jeune homme en lui rappelant la loi. C'est ça là, normalement, dès que les roues ils sont sur le plateau, c'est bon, ça parle pas et tu payes. Qui a dit ça? La loi. Devant la mauvaise foi de ce propriétaire, Raïd décide d'aller chercher la fiche d'enlèvement rédigée par la police, qui atteste du stationnement abusif du véhicule. Mais la situation va rapidement s'envenimer. Là, la feuille, elle a été faite par le commissariat et c'est bien ton véhicule. Donc voilà. Donc ça correspond bien à la plaque. Frère, je m'en bats les couilles de ton papier. Non, 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 il n'y a pas de ça. Maintenant, moi, ce qui se passe... Non, 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 non. Moi, je vais tirer si c'est comme ça. Moi, je vais tirer. Vous voulez jouer au con? Bah, on va jouer au con. Avec la police, on va jouer au con. On va jouer au con. On va jouer... Monsieur, monsieur. Mais alors, comment Raïd va-t-il gérer cette situation de crise? Parviendra-t-il à calmer cet automobiliste au sang chaud? À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Samir en train de finir son premier enlèvement de la matinée. Notre chauffeur s'efforce de faire au plus vite pour ne pas être confronté au même problème que Raïd, en croisant le propriétaire du véhicule qu'il est en train de charger. Ah, plus c'est vite, moins on a de problème. Il suffit que le propriétaire il nous voit et comme par hasard, à ce moment-là, ils viennent et ils demandent à ce qu'on leur rende leur voiture. Chose qu'on peut faire. Si je ne l'ai pas touché, la voiture, la personne, si elle a les clés et les papiers, je fais en sorte de ne pas l'enlever. Car je n'ai pas touché au véhicule, je ne suis pas engagé, donc je passe à autre chose. Mais la plupart du temps, lorsque Samir croise les propriétaires des voitures qu'il enlève, comme avec Raïd, la tension est au rendez-vous. En règle générale, bien entendu, ça se passe très mal. Les gens, ils ont toujours une bonne raison. Ou très souvent, ils mentent et ils disent non, je roule tous les jours avec, c'est pas possible. Hein. Et moi, je leur explique tout simplement, écoutez, moi, je suis juste un intervenant. Si vous avez des plaintes ou autre chose à formuler, il faut aller au commissariat ou à la police municipale. La voiture sur son plateau, Samir se dirige directement vers le deuxième lieu d'intervention. C'est sur la route qu'il découvre que le véhicule qu'il doit enlever est une icône de l'histoire de l'automobile française. Le véhicule est toujours là, c'est un collector, là, une CX-22 Citroën. En effet, la Citroën CX est un véhicule emblématique qui a fait son apparition au milieu des années 70. Traction avant et suspension hydropneumatique. Mais malgré une intelligente diversification de la gamme, il manquait toujours une héritière à la fameuse DS23 injection. On n'est pas loin et je le vois d'ici, il est là. Si Samir est content de croiser ce véhicule collector, il connaît néanmoins les difficultés de sa prise en charge. C'est assez particulier à charger parce que c'est rabaissé. C'est une suspension, je crois que c'est des suspensions hydropneumatiques. Une fois Samir arrivé sur les lieux, il constate immédiatement que ce véhicule légendaire a été laissé complètement à l'abandon. Ce qui, pour l'amateur de voiture qu'il est, le désespère. C'est le fameux CX, véhicule épave, parce que comme vous pouvez constater, il n'est pas en très bon état. Alors, comme vous pouvez voir, il y a de la mousse. Il y a de la mousse un peu partout. La saleté, là. On prend bien la forme du véhicule. Donc ça, c'est un véhicule qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Voilà, donc là, je vais procéder à l'enlèvement. Je considère que mon travail, c'est un travail d'utilité publique parce que on voit de plus en plus de voitures épaves qui stagnent et ça devient insupportable. L'opération d'enlèvement débute et va s'avérer très compliquée pour Samir, qui va devoir faire preuve d'ingéniosité car la CX est très basse et dépourvue de points d'accroche accessibles.
Comme c'est un véhicule très rabaissé, il y a un endroit assez particulier faut que je trouve pour pouvoir introduire mon projet. Parce que le but aussi, c'est pas d'abîmer les voitures des gens. Et dès le début de la manœuvre, les problèmes commencent pour Samir, qui éprouve bien des difficultés à faire monter la Citroën sur son plateau. Au bout de quelques minutes, Samir surmonte le problème. Mais avant de reprendre la route, il doit impérativement sangler la CX sur son plateau pour éviter tout risque de chute de la voiture sur la voie publique pendant son transport. Bon, comme vous pouvez constater, là, ça va être compliqué à arrimer. Mais problème, la CX manque de points d'accroche stables et fiables. C'est très rare. Hein. En règle générale, les véhicules sont tous équipés de trous au niveau des jantes, là. Pour pouvoir remettre ces petites accroches. Ne pouvant pas fixer ses sangles sur les jantes comme il le fait habituellement, c'est finalement sous l'avant de la Citroën que Samir fixe sa première sangle. Mais l'état très abîmé du véhicule ne lui inspire pas du tout confiance. Comme c'est rouillé, je ne peux pas faire confiance, il va falloir que je trouve d'autres pour l'accroche. Si ça lâche, la voiture à part. Mais grâce à son expérience, Samir repère un élément intéressant sur la voiture, qui devrait lui permettre de la harnacher en toute sécurité. Donc, j'ai l'attache caravane. Là, j'innove. Hein. On va en mettre une autre de là à là. Je vais tendre mon câble. On va dire que l'attache caravane, il m'a un peu sauvé la mise. Avec 2 voitures chargées sur sa dépanneuse, notre remorqueur peut retourner les décharger à la fourrière. Mais sur le chemin du retour, un voyant apparaît subitement sur son tableau de bord. Et ce voyant indique un problème avec le liquide AdiBlue, qui pourrait mettre un terme à la journée de travail de Samir. Là, j'ai un petit problème d'AdiBlue. Donc le calculateur, il m'informe que dans quelques heures, le couple du moteur va baisser. Donc il va être en panne. Ce dysfonctionnement de l'AdiBlue est une très mauvaise nouvelle. Ce système qui sert à réduire les émissions de particules polluantes des véhicules diesel peut forcer Samir à arrêter sa journée de travail. Il s'empresse donc d'arriver à la fourrière pour décharger les voitures enlevées lors de sa première tournée. Avec ce voyant allumé sur son tableau de bord, Samir n'a pas une seconde à perdre et prend la décision de décharger ses 3 voitures tout seul, sans l'aide des caristes qui le font habituellement. Nous avons 2 caristes qui nous déchargent très rapidement. Quand ils sont vraiment occupés, je prends le Fenwick et je me décharge moi-même. Et à ce moment-là, je repars aussitôt. Toujours aussi inquiet par le risque de tomber en panne alors qu'il lui reste une dizaine de véhicules à enlever avant la fin de la journée, Samir s'empresse de se rendre chez son garagiste. Nous retrouvons Raïd sur le parking d'un restaurant en train d'essayer de gérer une situation de crise. Un automobiliste, récalcitrant, s'oppose à la mise en fourrière de sa voiture. Le ton est monté entre les 2 hommes et le propriétaire ne semble pas vouloir se calmer. Raïd va être obligé de mettre ses menaces à exécution en appelant la police. Oui, allô, bonjour, je suis bien au commissariat de Créteil. Oui, c'est juste que, en fait, c'est par Coteau, j'ai un petit souci, en fait. C'est lors d'un soulèvement, il y a quelqu'un qui se met en travers de ma dépanneuse. Et il me laisse pas soulever la voiture. Donc voilà, ça va vite dégénérer. Les services de police attendent en réalité un 2e coup de fil de Raïd pour intervenir. Le chauffeur décide de proposer un compromis à son interlocuteur. C'est sa dernière chance avant d'avoir de plus gros problèmes. Je te propose quelque chose. Maintenant, le soulèvement, c'est 170 €. Tu vas payer les frais de déplacement. Et chacun rentre chez soi, il est heureux. D'accord? Moi, je m'en fous. Je fais juste mon travail. C'est quoi? C'est là, le fait que tu sois venu? Le fait que je sois venu. C'est combien? C'est 15 €. Mais je fais une facture. L'automobiliste accepte la proposition de Raïd et ne va finalement payer que la somme de 15 € qui correspondent aux frais de déplacement du chauffeur. L'homme s'en sort bien. Donc là, je vais remplir une facture pour le monsieur, en fait. Parce que il a payé les frais de déplacement au lieu des frais de soulèvement. Donc là, je vais lui remplir l'année, le modèle, ses coordonnées, la plaque d'immatriculation.
et me mettre le coup, quoi. Dans cette affaire, Raïd a su faire preuve de diplomatie pour calmer une situation qui aurait pu devenir explosive et nécessiter l'intervention de la police. Le 10. C'est parfait. Merci. Bonne journée. Clairement, sur le stationnement, la personne a menti. Parce que si la police a constaté, c'est que ça fait bien 7 jours et que ça a été marqué comme quoi ça fait plus de 7 jours. Donc là, j'ai été assez sympa. En plus de collaborer avec les services de police, la fourrière travaille également pour la justice en stockant sur le parc des véhicules impliqués dans des affaires criminelles ou des accidents de la route. Sur le parc principal de Limeil-Brévannes, ce sont plus de 800 voitures, 2 roues et utilitaires qui ont été saisies par la justice et stockées ici. Béatrice a été prévenue qu'un expert judiciaire doit passer sur le parc, examiner 2 voitures impliquées dans un grave accident de la route. Elle a fait appel à Bruno, le gardien du parc, de toute urgence pour qu'il rende ses véhicules accessibles. C'est un transit... Je m'appelle Béatrice, donc ça fait 21 ans que je suis dans la société Parc Auto. Je suis l'assistante de direction. Mon travail en priorité, c'est de gérer tout ce qui est administratif et financier de la société. On a aussi une gestion des scellés judiciaires où on est payé pour garder des véhicules, car c'est la police qui nous fait travailler à 80%. Tiens les clés, qu'ils soient accessibles pour qu'ils puissent l'expertiser sans problème. D'accord, ok. Voilà, je te remercie. Grâce à un rangement méticuleux des véhicules par marque, par type et par taille, Bruno ne met que quelques secondes pour trouver les voitures à expertiser et les déplacer avec précaution grâce à son chariot élévateur. Suite à la demande de Béatrice, donc c'est une expertise judiciaire qui doit être faite. Et il faut que l'expert judiciaire, quand il va venir, il puisse tourner autour. Et s'il a besoin de plus, après, on est à sa disposition. Quelques instants plus tard, Jacques Chamard, l'expert judiciaire, arrive sur les lieux pour procéder à ses investigations. Je m'appelle Jacques Chamard, je suis expert judiciaire près de la Cour d'appel de Paris. Alors là, aujourd'hui, je viens à la Fourrière pour faire une expertise sur des véhicules qui sont impliqués dans un accident grave de la circulation. Et je suis chargé de faire l'expertise pour me rendre compte si on n'a pas une avarie mécanique qui puisse être à l'origine de l'accident. Le magistrat nous demande d'intervenir parce qu'il y a des zones d'ombre dans cet accident et nous sommes chargés en fait de l'éclairer. Et si le juge d'instruction a demandé à Jacques Chamard de mener des investigations, c'est parce que ces véhicules sont impliqués dans un accident spectaculaire aux conséquences dramatiques. Un utilitaire a percuté de plein fouet une voiture sur une route à double sens, ce qui a provoqué la mort tragique d'une petite fille de 3 ans qui se trouvait à l'arrière de la voiture. C'est un accident, ce que nous appelons un face-à-face, c'est-à-dire que ces 2 voitures qui arrivaient en sens inverse, et à un moment donné, au-delà d'une courbe, il y a un véhicule qui s'est déporté et voilà, il y a eu un choc de face-à-face. On va essayer de trouver le véhicule concerné et puis on va faire l'examen de ce véhicule. Là, on va faire un petit peu de place, on va faire tirer un peu la voiture de façon à avoir accès au tour. Et c'est parti pour la première expertise de Jacques Chamard, qui va devoir déterminer si l'erreur qui a provoqué cet accident est d'origine humaine ou mécanique. Alors là, je vais regarder le soubassement de la voiture pour essayer de voir si on n'a pas une pièce qui s'est rompue brutalement et qui pourrait peut-être expliquer le déport anormal sur la gauche du véhicule. Très rapidement, une pièce qui se trouve sous le châssis de la voiture attire l'attention de notre expert. Alors ici, on a une pièce en fonte graphitée, ce qu'on appelle, qui a fait l'objet d'une rupture franche. On peut s'interroger de savoir si ça s'est produit avant l'accident, donc ça pourrait être la cause de l'accident, ou bien c'était apparu, ça a cassé après l'accident, auquel cas c'est une conséquence. Là, compte tenu de la déformation du demi-train, de la déformation complète des éléments de la jante du triangle inférieur, tout laisse à penser que cette pièce-là s'est cassée lors de l'impact. Selon ses premières constatations, aucun élément n'indique de problème mécanique. Mais la mission de l'expert ne s'arrête pas qu'à l'examen des voitures accidentées.
Pour établir son rapport avec minutie, il doit également examiner les lieux du crash. J'ai fait des recherches assez pertinentes au niveau de la météo, du soleil, etc. Et ensuite, je vais rassembler tous ces éléments-là de façon à pouvoir bâtir un rapport objectif. L'expertise de la Renault Clio est terminée. Pour savoir quel véhicule est responsable de l'accident et donc de la mort de cette petite fille, Jacques Chamard va devoir examiner le deuxième véhicule, une camionnette blanche. Et là, je verrai, en comparant les deux, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des voitures. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient tout simplement d'une faute des conducteurs ? Au même moment, à quelques kilomètres de là, sur le site de Montgeron dans l'Essonne, Thomas, l'un des chauffeurs remorqueurs, prépare son camion pour une série d'interventions avec la police municipale. Hop, mes sangles elles sont de l'autre côté, j'ai tout, les câbles ils sont tendus, c'est bon, il n'y a pas de souci, on a tout. On part sur Vigny-sur-Seine pour faire des enlèvements avec la police municipale. Donc c'est des enlèvements abusifs depuis plus de 7 jours, c'est des véhicules qui sont garés depuis trop longtemps au même endroit et donc qui sont gênants pour les différents riverains qui le soir cherchent des places pour stationner. Et lorsque Thomas arrive sur les lieux de son premier enlèvement, des agents de police sont déjà sur place pour faire l'état des lieux du véhicule à enlever. Bonjour Valérie. L'un des mots d'ordre des chauffeurs de la flotte de Monsieur Laurent, c'est la rapidité. En même pas 2 minutes, Thomas parvient à charger cette première voiture sur son camion. La durée d'enlèvement pour un véhicule, ça va dépendre. Ça peut aller de 2 minutes, comme vous pouvez le voir, à plus d'une demi-heure si c'est une situation compliquée. Après, quoi qu'il arrive, on arrivera à l'enlever. Le véhicule, il n'y a aucun véhicule qui est inenlevable. Dernière étape de ce premier enlèvement, signer la fiche descriptive remplie par la police. Ce document est très important car il est au cœur de la procédure de mise en fourrière. Alors du coup, là, je vais signer la fiche descriptive, donc c'est la fiche d'enlèvement. C'est la fiche qui a été remplie avant l'enlèvement qui nous permet d'établir l'état du véhicule, son état général. Cette fiche d'enlèvement décrit avec précision l'état du véhicule avant l'intervention de Thomas et peut donc mettre hors de cause la fourrière en cas de litige avec le propriétaire. Alors nous, on rédige cette feuille avec tout justement, voilà, tous les points d'impact, s'il y a des rayures, s'il y a les pneus crevés, s'il y a des malfaçons. Comme ça, lui, il est déjà au courant de l'état de son véhicule. Thomas doit maintenant se rendre à quelques kilomètres de cette première intervention pour enlever un second véhicule avec la police municipale. Et grâce aux équipements de son camion, Thomas n'est pas obligé de repasser par la fourrière pour déposer le premier véhicule qu'il vient d'enlever. Un exploit rendu possible grâce à son Renault Midlone, doté d'un puissant moteur de 220 chevaux et capable de charger plusieurs voitures en même temps. C'est donc mon véhicule, c'est un véhicule qui permet de charger 3 à 4 véhicules. Un camion comme ça, suivant les options, ça peut aller jusqu'à 150, 170, voire 200 000 € le camion, suivant le porteur qu'on choisit. Un peu plus tard dans la journée, nous retrouvons Samir chez son garagiste en train de faire examiner son camion. Un voyant inquiétant qui pourrait mettre le véhicule du remorqueur en panne avait commencé à clignoter sur son tableau de bord dans la matinée. Donc là, le mécanicien il est en train de faire un diagnostic. Donc il a branché la valise. Donc pour voir éventuellement si c'est grave, s'il faut arrêter le camion. Voilà. Donc là, c'est en train de charger là. Et pour Samir, la tension monte. Il ne peut pas se permettre de prendre du retard, car il a une demi-douzaine de voitures à enlever cet après-midi. J'ai eu un problème avec mon véhicule. Mon voyant d'AdBlue s'est allumé. Il a fallu que je m'assure justement que le véhicule il puisse fonctionner toute la journée, parce que ce voyant indiquait que dans 5 heures, le régime du moteur allait descendre, et qui rendra le véhicule impossible à travailler. Un poids lourd, c'est beaucoup d'entretien. C'est vraiment particulier. La mécanique est tellement pointue là-dessus que le moindre truc, ça déconne. Et pourtant, Samir n'est pas du genre à négliger son outil de travail. Il est même très minutieux avec sa dépanneuse. Ma dépanneuse, c'est une dépanneuse que je chouchoute beaucoup. On me félicite très souvent, le chef d'atelier d'ailleurs et mes patrons, parce qu'ils voient quand même que j'entretiens le matériel. Dès qu'il y a un problème, je règle le problème tout de suite et j'attends pas demain, après-demain, etc., etc. Quand même, en 1 an et demi, je l'ai emmené 4 fois pour le même motif. 4 fois. Ça fait un peu beaucoup, je pense. Après quelques manipulations, le problème semble résolu. Mais Samir devra tout de même surveiller sa dépanneuse de près toute la journée. Là, ils m'ont fait juste un dépannage pour que je puisse terminer la journée tranquille. Et j'espère vraiment que ça va tenir le coup, parce que ça va être très compliqué sinon. Samir a à peine repris la route qu'il est déjà appelé sur une intervention un peu particulière. Il a pour mission d'enlever une voiture entièrement calcinée.
Ce véhicule, apparemment, dans la nuit, il aurait foncé dans un pavillon, dans le portail d'un pavillon, et il aurait pris feu. Une opération qui s'annonce compliquée pour notre chauffeur. C'est un peu galère parce qu'un véhicule qui est brûlé, bon, la moitié des pièces sont un peu en vrac. Donc il faut faire attention, il faut s'assurer de la sécurité et éventuellement éviter un redépart de feu, ce qui peut arriver parfois. Mais Samir est un véritable expert de l'enlèvement et malgré son état très détérioré, il se décide à charger cette épave seul sans demander de renfort. J'accroche mon câble via un élément très important du véhicule pour que je puisse effectuer ce tirage sans qu'il y ait de soucis majeurs. L'état délabré de la voiture va tout de même donner du fil à retordre à Samir, qui peine à monter l'épave sur sa dépanneuse. Vous avez vu le moteur là, il va se décrocher. Samir opte donc pour le système D. C'est avec l'aide d'une cale en bois que notre remorqueur de choc va réussir à charger l'impressionnante épave carbonisée sur son plateau. Et si le dépanneur a réussi cette opération aussi rapidement, c'est parce qu'il est souvent confronté à ce type de situation. Période de fête, par exemple, on est très sollicité à ce sujet. Les gens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, soit ils crament leur voiture pour se faire rembourser par l'assurance, ou soit c'est des jeunes qui veulent s'amuser et puis ils brûlent les voitures. Le plus gros du travail est fait. Maintenant que l'épave est sur la dépanneuse, il ne reste plus à Samir qu'à sangler fermement le véhicule pour qu'il ne tombe pas en route. Avant de partir, Samir prend soin de nettoyer la chaussée pour éviter aux automobilistes d'avoir des accidents. Et c'est dans la partie dédiée aux véhicules accidentés, située à l'arrière de la fourrière, que Samir dépose les restes de cette voiture calcinée, qui finira dans quelques jours à la casse. Nettoyer les rues des épaves qui la polluent, une mission très importante pour Samir. Le rôle de la fourrière, c'est de nettoyer un peu, on va dire, entre guillemets, excusez-moi, j'aime pas trop cette expression, et les rues qui sont encombrées de véhicules épaves, on va dire. Quand c'est des véhicules brûlés, bon, c'est un peu particulier à enlever, c'est vrai. Mais bon, on peut le faire. Le fait d'être méticuleux dans mon travail, qui peut paraître effectivement, pour certaines personnes, être maniaque, moi je ne le considère pas. Moi je considère plutôt que je suis exigeant de moi-même. Moi j'aime bien que mon matériel soit bien rangé, donc c'est ma devise. Camion bien rangé, travail organisé. Après c'est une philosophie de vie que j'ai dans mon quotidien. Et c'est grâce à son expérience, à son sens aigu de l'organisation et à sa condition physique que Samir sait comment surmonter tous les problèmes de son métier de dépanneur. C'est un métier, je dirais, assez pénible parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc il faut être en forme physiquement déjà et vouloir et aimer ce métier. Travail à tout temps, pluie, neige, vent, voilà, et on doit s'adapter à toutes les situations. On ne fait jamais la même chose. De retour avec Jacques Chamard, notre expert judiciaire qui enquête sur un grave accident de la route impliquant 2 véhicules et ayant causé la mort d'une fillette de 3 ans. Après avoir examiné la première voiture, l'expert va s'attaquer à la seconde. L'enjeu est de taille, déterminer si l'erreur qui a provoqué ce terrible accident est d'origine humaine ou mécanique. Première étape, il commence par vérifier le point d'impact. Alors, au niveau de l'impact frontal, à dominance gauche, on voit quand même que c'est relativement important puisqu'on a une déformation de toute la carrosserie, un arrachement partiel de la carrosserie. On a un recul du demi-train avant gauche qui vient en contact avec le passage de roue, ce qui fait qu'on peut dire d'ores et déjà que c'est un impact relativement violent. Comme pour la Clio, Jacques Chamard va devoir examiner le châssis de la camionnette. Alors Bruno, tu vas lever un peu si tu peux. Et c'est sous ce châssis que l'expert va commencer à avoir des débuts de réponse. Alors là, on voit très bien l'impact qui s'est passé dans la roue, en tout cas du côté gauche du véhicule. On a une déformation complète du triangle inférieur. En revanche, aucune rupture de pièces antérieures.
tant au niveau de la direction qu'au niveau des demi-trains, tout était a priori en bon état, quoi. Donc on ne peut pas dire que la rupture d'une pièce soit à l'origine d'une perte de contrôle ou en tout cas d'un changement de direction brutal. Selon l'expert, à première vue, cet accident ne semble pas avoir été causé par une erreur mécanique. Mais pour en être certain, il va falloir que l'expert procède à une dernière étape, se brancher au chronotachygraphe, une sorte de boîte noire de la voiture qui enregistre de nombreuses données essentielles à l'enquête, comme la vitesse ou le temps de conduite. Là, j'ai connecté mon appareil à la prise OBD du véhicule, ce qui va me permettre d'aller chercher les informations dans le calculateur et de les enregistrer sur mon ordinateur pour pouvoir les décoder ensuite. Donc cette opération est assez rapide. Il suffit de programmer la marque du véhicule et de lancer l'interrogation et immédiatement on a les informations qui arrivent dans l'ordinateur. C'est bon, c'est parfait. Moi j'ai fini mon interrogation. Tout est en mémoire dans l'ordinateur, on regardera ça plus tard. Et ces précieuses informations, notre expert va ensuite les étudier pour établir son rapport qu'il transmettra au juge d'instruction. Après ces deux expertises, c'est l'heure d'écouter le verdict de Jacques Chamard. En ce qui concerne ce véhicule que je viens d'examiner, je n'ai retrouvé et relevé aucune anomalie. Donc on peut écarter le fait que ce soit une défaillance technique qui soit à l'origine d'un déport anormal du véhicule. De retour avec Thomas, toujours en compagnie des forces de l'ordre qui l'escortent sur les lieux de sa prochaine intervention. Là, ils vont nous laisser passer, comme c'est une rue en sens unique. C'est ça l'avantage de travailler avec les services municipaux, donc de police municipale. Ils se mettent en sécurisation au début de l'avenue pour nous permettre de pouvoir travailler dans le plus de confort possible. Comme pour le premier véhicule qu'il a chargé ce matin, la policière inspecte la voiture à enlever et relève déjà des infractions qu'elle va sanctionner. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il n'y a plus d'essuie-glace, comme vous pouvez le voir. Le rétroviseur aussi. Et le véhicule qui n'a pas de talon d'assurance ni de contrôle technique non plus, elle n'est pas du tout en règle. L'absence de vignette d'assurance et de contrôle technique est sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 €. Le propriétaire de cette vieille Peugeot recevra donc une contravention en même temps que l'avis de mise en fourrière de sa voiture qui gêne les habitants de cette rue depuis plusieurs mois. C'est le voisinage qui nous l'a signalé et donc il y a quand même les administrés qui nous appellent, qui font appel à nos services et qui nous signalent des voitures en abusif. Voir ce véhicule embarqué par la fourrière est un soulagement pour les riverains. Très content parce que ça fait plus de 6 mois. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas trop parce que je peux rentrer mon véhicule. Les voisins, ils vont travailler à 5 h du matin et obligés de se garer là-bas au bout. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur, on est là pour ça. Merci à vous. Et contrairement à certaines idées reçues, les fourriéristes n'ont pas une si mauvaise réputation que cela auprès de la population, comme le constate Thomas. C'est là qu'on voit justement que la fourrière, c'est un service d'utilité publique. Ça permet de libérer des places de stationnement et ça permet du coup aux personnes qui rentrent le soir tard du boulot d'avoir des places pour se garer. Tout est prêt pour commencer l'enlèvement. Thomas actionne son plateau déjà bien chargé, une manœuvre pas si simple. Quand on fait ce genre de manipulation, il faut toujours qu'on fasse bien attention aux lignes téléphoniques qui sont au-dessus, aux arbres, afin de ne pas ni endommager donc, les lignes téléphoniques ou électriques, ou alors d'endommager les véhicules avec les différentes branches d'arbres ou l'environnement urbain qui peut être présent, comme les panneaux de signalisation ou les lampadaires. Le véhicule est chargé, mais Thomas doit faire vite car il est attendu par son patron Stéphane Laurent, le directeur général de la fourrière sur le site de Montgeron, pour procéder à une réparation de l'une de leurs dépanneuses. C'est parfait pour nous, merci beaucoup. Merci d'avoir bloqué la route et puis vous appelez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. À la prochaine. À quelques kilomètres de là, les investigations continuent à la fourrière. Cette fois-ci, un groupe de policiers débarque à l'improviste sur le parc. La raison de leur présence, un homme a déposé plainte pour un vol de voiture qui reste pour le moment introuvable. Habitué à la présence des forces de l'ordre, Bruno, le gardien du parc, vient leur prêter main forte pour trouver le bon véhicule. Avec plus de 1000 voitures sur le parc, la fourrière a mis en place un système astucieux pour les retrouver facilement. Donc le parc il est organisé de manière à être classé par catégorie. Donc on a toutes les Clio qui sont ensemble, les 206 ensemble, et on essaie de faire des rangées qui sont relativement homogènes pour qu'on puisse passer entre les voitures.
de chaque côté pour pouvoir accéder ou vérifier une immatriculation. Et grâce à Bruno, les policiers repèrent le véhicule suspect, une Renault Mégane noire avec une vitre cassée. Si en apparence la voiture semble correspondre au signalement des policiers, l'immatriculation, elle, ne correspond pas. La plaque de la voiture, on sait qu'il y a un souci dessus, c'est sûr. Donc on vérifie au deuxième moyen qui nous reste, le numéro de série. Par contre, si le numéro de série aussi est faux, on va peut-être regarder sous le capot après, pour être sûr. Les investigations se poursuivent donc sous le capot de la voiture. Le but est d'identifier formellement le véhicule. Là, on est sur un véhicule qui est rentré au mois de janvier pour un motif, ce qu'on appelle de plus de 7 jours. Mais il s'avère que le véhicule serait déclaré volé et faussement plaqué. Et en quelques instants, les doutes des policiers se confirment. Il s'agit bien de la voiture volée qu'ils recherchent. Celle-là, elle est volée, et donc c'est une fausse plaque. Ça, c'est des fausses plaques. Ouais. Après que c'était des fausses plaques, on a été quasiment sûr, mais... Clairement identifiée, la Renault Mégane volée et maquillée par les malfrats va pouvoir retrouver son propriétaire grâce aux investigations menées sur le terrain. Cette collaboration étroite entre Bruno et les forces de l'ordre est également l'une des missions peu connues des fourriéristes. Grâce au travail qu'on fait donc avec le commissariat, il y a des propriétaires qui sont habilités à récupérer leurs véhicules, qui ont été déclarés volés il y a des fois 6 mois ou 1 an. Au même moment, à l'accueil de la fourrière, Nadia a convoqué Dimitri pour lui confier un enlèvement un peu délicat, puisqu'il s'agit d'une mission dans un parking souterrain. Une mission à faire en sous-sol à Boissy, à sortir en sous-sol. Merci. La mission ne s'annonce pas si simple pour Dimitri, qui choisit de prendre un 4x4 remorqueur facile à manier pour réaliser cet enlèvement délicat dans les sous-sols où la hauteur est limitée. Là, on part sur un véhicule en stationnement abusif dans un sous-sol. Privé. Dans les sous-sols, on n'a pas beaucoup d'espace, donc c'est assez compliqué. On utilise un 4x4 assez bas pour accéder au véhicule. À peine arrivé, Dimitri repère immédiatement la voiture à enlever. C'est un coupé cabriolet gris qui semble ne pas avoir roulé depuis longtemps, ce qui va lui rendre la tâche plus compliquée que prévu. Une fois que je suis arrivé dans le parking, je vérifie tout ce qui est frein à main, l'état du véhicule, les pneus, si je le prends par l'avant, si c'est possible, ou en fonction de la position du véhicule. Un pneu crevé à l'avant. Le frein à main il est mis. Ça va être un peu galère. À cause de l'état du véhicule et du manque de place dans le parking, Dimitri ne peut pas charger la voiture directement sur son panier. Il va devoir improviser. Là déjà, je vais la tirer un peu. Parce que comme il y a un poteau juste à côté, on peut être embêté. Je suis obligé de la tirer. Une seule chose rassure Dimitri, c'est le gabarit du véhicule à enlever. Ça va, c'est une petite 307, c'est pas très lourd. Quand c'est tout ce qui est 4x4, les monospaces, c'est un peu plus lourd, un peu plus galère. L'opération délicate peut commencer. Dimitri sort son crochet pour dégager au maximum le véhicule de la place qu'il occupe. Et le secret d'un bon remorquage, c'est de bien choisir son point d'accroche. La tâche a été un peu compliquée parce que le véhicule en question il était assez proche d'un poteau. Cette fois-ci, c'est la bonne. Dimitri parvient à faire bouger le véhicule de sa place. Encore quelques centimètres et il pourra la charger sur son 4x4. Remorquer des voitures dans des espaces petits et réduits est très compliqué et après plusieurs tentatives, Dimitri charge enfin la voiture. Mais là encore, il doit faire face à une nouvelle difficulté et se résout à appeler du renfort. Là, j'ai réussi à la charger, je vais la sortir, mais par contre, il faut un poids lourd pour pouvoir la récupérer, parce qu'elle frein à main. Là, du fait que le véhicule, il y a le frein à main, là, je vais juste la sortir du parking et un poids lourd qui va la récupérer sur mon plateau. En attendant l'arrivée de son collègue, Dimitri tracte le véhicule en dehors du parking en prenant un maximum de précautions. Le fait que le frein à main soit activé empêche de la remorquer jusqu'à la fourrière. En effet, la traîner sur une aussi longue distance pourrait causer de gros dégâts. La seule solution pour Dimitri, c'est donc de la charger sur le camion plateau de son collègue Manuel. Là, c'est fait. Là, on a procédé à l'enlèvement du véhicule. C'était un petit peu galère. On a réussi.
Pendant ce temps-là, Manuel s'empresse de ramener et stocker le véhicule sur le parc en attendant que le propriétaire de ce coupé cabriolet ne se manifeste à l'accueil de la fourrière pour récupérer sa voiture. Les chauffeurs de la fourrière d'André Laurent effectuent plus d'une cinquantaine d'interventions par jour. Avec un tel rythme de travail, il faut prendre soin du matériel quotidiennement. C'est l'une des missions de Stéphane Laurent, le directeur général de la fourrière, qui dispose d'un atelier dédié aux réparations. Sur le site de Montgeron dans l'Essonne, Stéphane Laurent et Thomas s'apprêtent à remplacer le plateau de l'un de leurs camions qui avait besoin d'être ressoudé. Toujours l'inconvénient sur les plateaux, que lorsqu'ils coulissent sur le sol, ils frottent sur toute leur longueur et qui finit par creuser généralement la pointe du plateau. Et vu que c'est deux tôles soudées, au bout d'un moment, ces deux tôles s'ouvrent et peut s'ouvrir sur toute la longueur et donc du coup détériore le plateau. Et donc c'est généralement les points de faiblesse des plateaux où lorsqu'on appuie le plateau au sol, il y a tout le poids de la voiture et du plateau qui se retrouve sur ces deux longerons et sur les pointes. Ces réparations sont très courantes à l'atelier car la fourrière est un service qui ne s'arrête jamais. Nos camions sont des camions qui tournent 24 heures sur 24. On a une flotte d'à peu près d'une trentaine de camions et je dirais au quotidien, on a toujours un camion sur lequel on travaille dessus pour pouvoir réparer ces petites usures quotidiennes qui est normale pour des camions de dépannage. Là, on voit bien justement le fait qu'on a le bas du plateau avec donc toute la lame du plateau qui touche le sol et qui frotte le sol dès qu'on pose le plateau. On a beau avoir des petites roulettes pour nous protéger, on a toujours un minimum de surface qui touche. Et d'où l'usure qu'on a pu avoir. L'usure des camions est une véritable problématique pour les fourriéristes qui choisissent la plupart du temps de faire comme Stéphane Laurent, investir dans un atelier et réparer eux-mêmes leur véhicule. Le problème, c'est que quand on achète un camion, un véhicule, on peut le faire réparer chez le concessionnaire. Nous, la plupart du temps, c'est pas le camion qui tombe en panne, c'est l'équipement. Et l'équipement, malheureusement, on n'a personne qui sait réparer les équipements, mis à part retourner chez le constructeur du camion. Mais généralement, il est seul, il est en France, il n'a pas de salle après-vente. Donc on est obligé de retraverser toute la France, bloquer le camion pendant plus d'une semaine pour le faire réparer chez le constructeur de plateau. Donc finalement, nous, on a préféré l'option d'avoir un atelier conforme pour pouvoir faire ces petites réparations, parce qu'on n'a pas besoin d'emmener un camion pour réparer des petites soudures. Pour Stéphane et Thomas, la manœuvre s'annonce compliquée, car le plateau à replacer sur le camion pèse près de 400 kg. On va se mettre à remonter le plateau. Donc moi, je vais me mettre en position avec le Manitou, je vais me le soulever, on va le décaler. On va se le mettre à plat, on se le retourne proprement. Et après, on le remet en place. Ouais, ça marche. La première étape de cette remise en place, c'est de positionner correctement le plateau dans l'axe du camion. Pour aider la mise en place du plateau sur le camion, Thomas a une petite astuce. Donc là, on est en train de poser un film de graisse protecteur qui va permettre du coup de lubrifier le plateau pendant qu'on pose. Et pendant qu'il coulisse, à chaque fois qu'il travaille, ça va permettre d'éviter que ça soit métal contre métal. Et que du coup, ça s'abîme et que ça crée une usure irrégulière de toute la partie en aluminium. Pour replacer le plateau sur le camion au millimètre près, Stéphane et Thomas doivent être parfaitement synchronisés. Je suis à peu près dans l'alignement. Stéphane maintient le plateau en position avec le chariot élévateur, pendant que Thomas manœuvre le camion en marche arrière. Donc là, c'est bon, ça glisse tout seul. Les deux cannelures, elles sont bien passées. Là, il va falloir voir maintenant si on est bien en face au niveau de l'axe du vérin. Stop! La réparation est donc bientôt terminée. Il ne reste plus qu'à effectuer quelques branchements. Maintenant qu'on a reposé le plateau en place, on va pouvoir refixer les durées hydrauliques qui font fonctionner le treuil, ainsi que la prise pour faire fonctionner donc le feu de travail. Ouais, c'est bon, là, du coup, tout l'hydraulique fonctionne, le treuil. Il n'aura fallu que 25 minutes aux deux hommes pour donner une seconde jeunesse au plateau de cette dépanneuse usée par des mois d'utilisation intensive. Le camion est prêt pour repartir en intervention. La prochaine révision du plateau est prévue dans 80 000 km. À l'accueil de la fourrière de Limeil-Brévannes, Nadia prend en charge une jeune cliente qui vient récupérer son deux roues amené quelques jours plus tôt sur ordre de la police après un petit accident de la route. J'ai appelé tout à l'heure pour un scooter qu'on m'a enlevé mardi, j'ai fait un accident. Oui. Vous avez l'immatriculation? Oui, bah là il y a tous les papiers. Tenez, je vous laisse. Il y a les papiers du scooter et derrière il y a l'autorisation du commissariat. Pour ne pas payer des frais de fourrière trop élevés, la jeune femme espère pouvoir récupérer son scooter au plus vite.
Mais elle va avoir une mauvaise surprise. Je sais pas dans quel état il est là, mais j'aimerais bien le voir déjà. Là, il a bien écrit qu'il faudra le sortir sur un véhicule à plateau. Hein. Ah oui, il est bien... Je sais pas, c'est pas par rapport à ça, je pense que c'est par rapport à une infraction ou à l'assurance. Ah, c'est comme j'ai pas d'assurance encore. Voilà. Le scooter de la cliente n'étant pas assuré, Nadia lui explique qu'elle ne pourra pas repartir en le conduisant. C'est interdit par la loi. Ou vous revenez avec votre dépanneur, ou même un petit utilitaire, vu que c'est un petit scooter. Si vous connaissez quelqu'un qui a un utilitaire pour le mettre dedans, vous le sortez. Sinon, vous pouvez passer par nous, mais c'est un coût. Ah ok, parce que ça m'embête de le laisser plus longtemps. Je viens de commencer à travailler, j'ai pas assez d'argent, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais le récupérer aujourd'hui. Là, je vais vous faire régler. Oui. Et vous essayez de trouver tranquillement jusqu'à demain. Il y aura pas de frais supplémentaires jusqu'à demain. Ok. Pour que vous trouviez une solution pour le sortir. D'accord, ok. Sans que vous ayez de frais de votre côté. Ouais. D'accord ? C'est un véritable coup du sort pour la jeune femme qui venait d'acheter ce scooter après avoir décroché un emploi d'aide à la personne. À 24 heures près et avec une assurance, cet accident ne lui aurait quasiment rien coûté. Donc 237 €, s'il vous plaît. Alors, je vous donne la facture. Voilà. Voilà, donc jusqu'à demain, vous essayez de trouver une solution, vous revenez avec la facture demain et il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Direction le parc pour notre cliente qui va tenter de retrouver son scooter et découvrir par la même occasion l'ampleur des dégâts qu'il a subis car juste après son accident, la jeune fille a été emmenée directement à l'hôpital sans même voir l'état de son deux roues. Je le vois pas pour le moment. Attendez, peut-être que c'est lui. Et ils foutent vraiment ça comme de n'importe quoi. Hein. Oh là 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 là. Ah bah il est là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais. Quand même. Hein. Ah bah je vais prendre des photos parce que là pour le coup, il faudra le réparer. Hein. Moi qui pensais repartir avec. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dommages sont importants. Tout l'avant du scooter a été arraché par le choc de l'accident. J'allais au travail et il y avait un monsieur qui était plutôt pressé, donc je me suis serrée vers la droite pour le laisser passer. Mais il était plutôt énervé, donc il m'a frôlé. Et j'ai frotté le trottoir, donc j'ai basculé de l'autre côté du trottoir. Je pensais qu'il n'y avait que les rétros qui étaient cassés, mais non, c'est bien pire que ça. Hein. Heureusement pour la jeune femme, cet accident ne lui a causé que quelques blessures superficielles. J'ai des hématomes là, bon j'ai fait des examens à l'intérieur et à rien, c'est plus à l'extérieur. Avant de repartir sur la route, notre jeune cliente devra obligatoirement faire assurer son deux roues, car rouler avec un scooter sans assurance est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € et l'immobilisation du véhicule. Il va pas être réparé maintenant. Hein. Bisous mon petit bébé. Voilà, voilà. La journée de Samir touche à sa fin. Aujourd'hui, il a déjà enlevé une douzaine de voitures. Mais il lui reste encore une mission délicate. Enlever 2 véhicules dans une rue très étroite dans laquelle il y a beaucoup de circulation. Mais avant de procéder à l'extraction des 2 voitures, notre expert doit les soumettre à un contrôle pour être certain d'avoir le droit de les enlever. Et pour cela, il a une technique infaillible. Muni du rapport de police entre les mains, il vérifie si les valves des pneus n'ont pas bougé par rapport à ce que les agents ont constaté en amont. Je vais quand même regarder les valves, c'est à peu près 8 heures. On imagine que c'est une montre, le cadran d'une montre. Donc là on a midi là, 6 heures, 9 heures, 3 heures. Là, elle est à peu près à 8 heures. Là, en plus, vous pouvez constater que le disque est bien rouillé, donc c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis au moins 3 semaines, 3 semaines à mois. Certitude. En plus, regardez la crasse qu'il y a en dessous. Là, pareil, la valve elle est à midi, donc c'est bon. Samir a le feu vert juridique pour enlever les 2 voitures. C'est parti. Mais pendant que Samir charge les véhicules sur sa dépanneuse, les voitures commencent à s'accumuler derrière son camion. Il y aura le deuxième véhicule aussi que je vais enlever. Non, non. Reculez, s'il vous plaît. Un bouchon commence à se créer. Un stress supplémentaire pour Samir. Bon, les gens, ils attendent, hein, comme si que, voilà, ils étaient derrière un camion poubelle. Hein. C'est pareil. Hein. Pour éviter de bloquer la rue trop longtemps et ainsi calmer la colère des automobilistes, Samir se dépêche d'enlever la deuxième voiture.
Samir aura mis 7 minutes montre en main pour embarquer ces 2 épaves stationnées dans cette rue qui gênait considérablement les riverains depuis plusieurs mois. Voilà, 2 places de libérées. Et alors que notre chauffeur pensait avoir terminé sa journée, il a une dernière urgence à gérer. Procéder au ramassage d'une camionnette abandonnée qu'on vient de lui signaler. Donc on va dans une zone industrielle. Apparemment, il y aurait de la mécanique sauvage de fait là-bas. Voilà, en fait, c'est des garages à ciel ouvert, on va dire. C'est comme ça que je les appelle. Et voilà, donc ils s'improvisent garagistes, mécaniciens, et ils font de la mécanique dans la rue. Et parfois, quand ils n'arrivent pas à réparer les voitures, ils les laissent, ils les abandonnent. Nous, on est là pour les enlever et les 3/4, ils finissent à la destruction. En 5 minutes, Samir arrive sur les lieux de l'opération. Mais il ne se doutait pas que la dernière mission de sa journée allait lui demander tant d'efforts. C'est une épave, hein. Faut être en forme physiquement. Et comme son camion est déjà presque plein, Samir va devoir arrimer la camionnette à ce que l'on appelle dans le jargon des remorqueurs, le panier. Pour pouvoir effectuer mes petits réglages, rapprocher un maximum mon panier. Voilà. Sans oublier de l'arrimer. Sinon, je pourrais le faire sur la route. Et là, bonjour les dégâts. Donc c'est reparti. On va décharger. Voilà, c'est parti. En rentrant à la fourrière pour la dernière fois aujourd'hui, notre chauffeur réalise qu'il ne fait pas un métier facile. Ce job lui réserve tous les jours beaucoup de surprises. C'est un métier assez dangereux quand même. Surtout une voiture quand elle n'a pas de frein ou parce que l'historique mécanique de la voiture, je la connais pas. Il est 19h et le marathon de Samir touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à notre remorqueur de l'extrême à décharger les 3 dernières voitures qu'il vient de ramasser. Malgré les problèmes que lui ont causés son camion et ses enlèvements, Samir a su trouver à chaque fois les bonnes solutions pour accomplir son travail le mieux possible. Bon, j'ai pu finir la journée finalement sans avoir eu de problème avec mon système de Tiglou là. Donc quelque part, c'est une fierté pour moi d'avoir pu assurer la journée. Voilà. Le camion il va aller au garage maintenant pour voir si on peut régler rapidement le problème pour repartir pour de nouvelles semaines.